va parler différemment, autrement. On va parler sport, la fin d'un mythe. Alors, le sport qui aurait pu canaliser peut-être la violence, la dynamique, les énergies de certains à d'autres époques, semblerait aujourd'hui être moins répandu que par le passé. Sinon, peut-être pour réunir des personnes devant leur écran de télévision et pour pouvoir parler après telle ou telle émission de sport ou tel regard du Tour de France le long d'étape à étape, permettre aux uns aux autres de bavarder, de parler, d'échanger, de créer du lien à propos d'événements sportifs. Déjà, d'ailleurs, Umberto Eco, qui est un chercheur italien, mais presque français, tellement nous l'avons adopté en France en sciences de l'information et de la communication, indiquait que c'était une des vertus principales du sport, d'en parler et de l'évoquer. Alors évidemment, c'est un peu une provocation aussi, mais je crois que le titre « Après le sport, la fin d'un mythe », c'est aussi de la provocation. Alors, ce sport ce mythe, je vois qu'il y a ici le Tourmalet, ma région d'origine, ce mythe, le mythe du cyclisme avec les exploits sportifs qui nous a conduits à vénérer presque certains cyclistes à un moment ou à un autre, eh bien, c'est lié à des exploits, à des efforts, au résultat d'un effort constant, d'un surpassement d'un individu, de telle sorte qu'il réussit une performance que aucun d'entre nous ne pourrions atteindre. Et c'est en cela que le sport, en quelque sorte, est un mythe, dans la mesure où il couronnerait un effort, où il serait laborieux, où il valoriserait les meilleurs d'entre nous. Alors, cette notion de sport valorisé dans le mérite, dans l'exception, dans le mythe, eh bien, que devient-il dans une société postmoderne où on nous engage déjà depuis les années 70-80 à nous éloigner de l'effort pour être dans le plaisir, dans le loisir, dans l'écoute de soi, de manière beaucoup plus soft. Est-ce que ce sont donc les questions que tu veux aborder? Oui, parfait, très bien. Cette tension entre une époque, une culture liée à l'effort et une culture d'aujourd'hui beaucoup moins liée à l'effort. Est-ce que cela a une implication sur le sport? Laquelle? Est-ce que cela influence nos mythes? Lesquels? Alors donc Olivier Sirost, qui est un professeur des universités à Rouen, directeur du laboratoire CETAPS, donc spécialiste du sport, et aussi sociologue, professeur en sociologie du sport dans la nature, hein, c'est ça, de sport à risque, etc. Bon, mais j'ai rien oublié, sauf peut-être de te laisser la parole. Merci, et merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Merci Olivier. Merci à Béatrice, à Benjamin et à Bruno, et puis à vous tous, mesdames et messieurs, de votre accueil. Nous allons parler d'un sujet d'actualité, hein, pour reprendre des notions qui sont chères aux sciences humaines et sociales. Le sport a été qualifié il y a déjà bien longtemps de fait social total, hein, en reprenant ce que disait déjà en son temps Marcel Mauss. Il a été également qualifié dans la lignée des analyses marxistes à la fois d'être le miroir et le reflet de la société. Donc, ne serait-ce que par ces formules, qui sont des formules qui disent beaucoup, sur lesquelles on pourrait épiloguer des heures, le sport est simplement présent, omniprésent dans nos sociétés. Et il y a un constat empirique qui est opéré depuis une quinzaine d'années, c'est que cette omniprésence du sport, elle est avant tout là, parce que nous sommes dans une société qui autrefois était iconoclaste et qui aujourd'hui est iconophile, et que les images du sport sont omniprésentes, alimentent un flux permanent. Béatrice parlait tout à l'heure de cette référence à Umberto Eco, qui date déjà de 1969. Umberto Eco écrit ce texte, Le bavardage sportif.
juste après les Jeux Olympiques de Mexico, avec une forte indignation, en rappelant en conclusion de son article qui se souvient de ces étudiants morts sur la place de Mexico dans une période à 15 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Personne, les Jeux ont tout effacé. Le mythe contemporain du sport, relayé par une société de mass média, à une édition des Olympiades d'été, qui est une édition, je vais essayer de baisser un petit peu le micro pour qu'il n'y ait pas trop de l'arsène, à une période où pour la première fois les Jeux sont relayés par 2 relais satellites en mondodiffusion, eh bien, les Jeux ont effacé les tragédies humaines et ont effacé du souvenir des hommes, par leur actualité et par leur bavardage médiatique incessant, des problèmes de société de fond. Alors Umberto Eco, en référence à la sociologie marxiste, le dit très bien, finalement, le sport agit comme une forme de fausse conscience, il détourne les énergies de ceux qui vont déposer des bulletins dans les urnes, les énergies physiques du spectateur qui reste comme figé devant son écran de télévisé, pensant qu'il participe activement au match qui est retransmis, allant jusqu'à avoir un infarctus devant son écran tant l'émotion est forte, hein, dit l'Italien un peu ironiquement. Et voilà, Umberto Eco, déjà en 69, pointe du doigt un phénomène très fort que nous disent les enquêtes sociologiques en France, pour ne prendre que la France, depuis une quinzaine d'années. Elles nous disent la chose suivante. Le sport de compétition, j'insiste là-dessus, le sport de compétition, le sport pensé comme une pyramide, avec une élite structurée par des compétitions sportives internationales, les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe, puis avec des championnats nationaux organisés par des ligues, des championnats régionaux organisés par des comités, puis tout un faisceau de clubs sportifs. Ce sport-là, ce sport de compétition, est aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, en phase de stagnation, voire en phase de régression. On va de moins en moins dans les clubs, on adhère de moins en moins aux vertus compétitives, c'est-à-dire modernes. Cette compétition qui a été pensée dès le XVIIIe siècle dans un faisceau théorique, je vais y revenir, qui est celui de la libre concurrence économique, de la marchandisation et de son internationalisation, qui est pensé dans un contexte qui nous revient en pleine figure aujourd'hui, qui est le contexte de l'émergence des sociétés impériales, du colonialisme, qui est également la société où la foi change de bord, la foi déserte les églises occidentales pour petit à petit investir les lieux de culte scientifique, notamment les universités, puis d'autres sphères, celle des experts par la suite, qu'on voit régulièrement dans les journaux télévisés aujourd'hui. Et donc c'est cet ensemble qui caractérise la modernité. Cet ensemble où nous sommes mis les uns les autres en compétition. Eh bien aujourd'hui, cette valeur de la compétition, les Français, les Européens y adhèrent de moins en moins dans leur réalité sportive. Ils n'aspirent plus à ça. En témoigne donc, je vous le disais, la baisse des effectifs et la stagnation du phénomène de compétition à travers les clubs sportifs. Ce phénomène vaut de moins en moins également parce que ce qui témoigne de l'ultime réussite par la compétition sportive n'est plus devenu aujourd'hui qu'un ensemble un peu marginal. Et face à ce phénomène, je vais l'accrocher plus bas, c'est peut-être comme ça. Là, ça d'accord. Ah, c'est pour ça. Est devenu un phénomène marginal, réservé à une élite qui n'en est pas réellement une. Je vais y revenir. À une élite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sportifs les mieux payés au monde évoluent aux États-Unis en NBA, dans ce qui est considéré comme le championnat du monde de basket par excellence, et qui a su, au cours des 20 dernières années, intégrer
tout un ensemble de nationalités différentes pour faire monter en puissance son chiffre d'affaires et la diffusion de ses produits. Aujourd'hui, le sport de compétition répond à une toute petite élite dans la sphère de ce qu'on appelle, dans la langue anglo-saxonne, le soccer, c'est-à-dire le football. Pas le football américain, mais le football tel qu'on raconte qu'il est né en Angleterre et tel qu'il s'est développé dans les grandes écoles britanniques au moment de l'Empire. Et puis, quelques sports comme ça, de droite et de gauche, le tennis, quelques cyclistes, qui font partie de cette petite élite. En France, on comptabilise 7 à 8 ligues professionnelles, seulement. Le nombre de sportifs professionnels en France, c'est 4000 personnes. Vous voyez, quand je parle d'une petite élite qui vit pleinement sa vie de milliardaire à travers quelque chose qui relève de la logique de la compétition poussée à l'extrême, ne représente plus qu'une minorité. Alors pourquoi plus qu'une minorité? Que nous disent les chiffres? Que nous disent les enquêtes? Dans les années 1990, un certain nombre d'organismes, d'enquêtes, de sondages lâchent une véritable bombe en termes d'information sportive. 2/3 de la pratique sportive des Français, donc qui nécessite une dépense énergétique, de la transpiration, des efforts, 2/3 de la pratique sportive des Français se déroule en dehors des institutions sportives traditionnelles, en dehors des clubs, en dehors de la logique compétitive. Et ce développement de la pratique sportive emprunte différents chemins. Des chemins qu'on ne sait pas trop par quel mot désigner à cette période-là. J'y reviendrai également. Alors ces chemins, c'est par exemple des chemins d'un sport en liberté, dégagé de toute forme de contraintes, qui peuvent être l'obligation d'être dans un terrain de sport, de se rendre à une compétition sportive à tel endroit, de faire du sport de telle heure à telle heure. Eh bien, toutes ces contraintes, on veut s'en libérer, on pratique autrement. En témoigne, à partir des années 60, 70, le développement du jogging de masse aux États-Unis, qui va par la suite contaminer l'Europe. En témoigne également, dans les années 80 en France, l'appropriation progressive de l'espace public par les jeunes. L'introduction de ce qu'on appelle, en bon français, la planche à roulettes, le patin à roulettes. Puis, ce que les politiques tentent de mettre comme forme de réponse à cette nouvelle demande de la jeunesse, notamment dans les banlieues, dans ce que seront plus tard les zones urbaines sensibles, à savoir des playgrounds, des terrains de jeux sportifs à la française. Ce qu'on a appelé les city-stades, qui est relevé de toute une politique relativement conséquente en France. Ou encore, un petit peu plus tôt, une réponse également à ce besoin d'évasion, de sport vécu librement, dans des espaces relativement vastes, avec la politique des bases de loisirs, que l'on va retrouver indexée à la grande politique des équipements sportifs lancée par l'équipe de ce qui n'était pas encore un ministère des Sports, par l'équipe de Maurice Herzog, avec les différents plans. Ou encore cette utopie qu'ont été les terrains d'aventure, qu'on a aujourd'hui interdits et fermés pour des raisons sécuritaires, un petit peu partout à travers les villes françaises. Vous voyez, différentes modalités comme ça qui vont exploser à droite et à gauche. Parmi ces modalités, le sport à domicile, le repli sur le sport à domicile, très important, à l'époque où, face à un programme culte, ici c'est le cas de le dire, le Jour du Seigneur, arrive en concurrence sur une chaîne publique le culte du corps avec Véronique et Davina. Comment pratiquer la gym tonique en famille tous les dimanches matins, sur le même créneau horaire que celui du culte religieux. Donc voilà, on a, si vous voulez, à travers ces quelques exemples, il y en aurait beaucoup d'autres, on pourrait passer des heures à discourir de ça, à travers ces exemples, vous mesurez bien comment, en quelques années, la pratique sportive s'est d'une part dégagée de la valeur compétitive, qui s'est édifiée en une élite économique,
pour devenir quelque chose de très divers dans ses formes, dans son offre, gratuite, mais également dans des offres commerciales hybrides. Alors, offre commerciale hybride, là aussi, je prends quelques exemples d'actualité. Comment, peu à peu, ce qui est du domaine public, par exemple les cours d'eau, les rivières, se sont vus privatisés par des vendeurs de prestations de descente en hydrospeed, canoë-kayak et autres formes de glisse dans l'eau. Comment la montagne s'est également privatisée pour proposer une offre diversifiée, non pas seulement l'hiver, puisque l'or blanc a eu ses limites à la fin des années 80, mais également par une offre estivale, avec par exemple le VTT ou tout un ensemble de randonnées. La randonnée qui aujourd'hui est quand même la pratique la plus réalisée par les Français. Celle-là, elle n'est jamais médiatisée, on ne la montre pas. Voilà. Donc la massification du sport a bien eu lieu, pas là où on l'y attendait, et certainement pas en accolant au mot sport la signification originelle de compétition. Voilà. Nous avons affaire aujourd'hui à un grand écart de ce type qui me permet de vous questionner sur ce qui relève d'observation et d'une interrogation. Est-ce que le sport moderne, tel qu'il a été conçu à l'origine, est fini aujourd'hui? Et est-ce qu'on n'est pas en train de passer déjà depuis fort longtemps à autre chose? C'est ce qui va animer un petit peu la manière dont je vais vous parler de ce sport. Alors, il y a un sous-titre qui est très judicieux, c'est Florence Lafont qui l'a suggéré de manière très intelligente, la fin d'un mythe. Est-ce que c'est moi qui, d'emblée, parle du sport comme un mythe? Non. C'est quelque chose dont on a affaire dans le sens commun, chez les chercheurs, dans le domaine des sciences humaines et sociales en particulier, mais chez également d'autres scientifiques en physiologie, notamment en physiologie de l'effort, chez des techniciens qui cherchent à améliorer la performance. Le sport est un mythe. Le sport raconte des histoires. Pour vous le dire autrement, qu'est-ce que permet le sport? Le sport permet de répondre à une attente profondément humaine, profondément sociétale, qui consiste à se raconter des histoires. À travers le sport, nous nous racontons. Et nous nous racontons en permanence, et c'est peut-être pour ça que l'imagerie sportive a pris autant d'ampleur aujourd'hui dans notre société et dans nos civilisations. Alors vous voyez, on en parle de manière diverse. Le mythe de l'effet rebond. À un moment donné, notamment en athlétisme, et en particulier sur les courses de fond, en découvrant de nouvelles surfaces, comme le tartan, le taraflex dans les gymnases, en développant de nouveaux alliages sur les chaussures des sportifs, on pense à un moment donné, scientifiquement, techniquement, que la dynamique du rebond, que le déplacement, ça on fait beaucoup ça dans les clubs, dans des tas de sports, on pense que être sur ses appuis en ne posant jamais le talon au sol va permettre d'améliorer techniquement la performance et de mieux se préparer aux différentes formes de compétition. C'est quelque chose d'un peu transversal, un mythe, une idée folle, sur laquelle il y a eu tout un ensemble de travaux, de débats, de controverses, et évidemment derrière tout ça aussi des enjeux d'argent. Il s'agissait de vendre davantage de chaussures ou de s'imposer en tant que prestataire de services dans le revêtement des sols des stades ou des gymnases. Un mythe également, le sport, c'est pas moi qui en parle. Vous avez un grand intellectuel disparu qui en a parlé il y a longtemps, dans les années 50, qui montrait que notre société était faite de tout un ensemble de petites histoires et que la montée en puissance des médias, et notamment des médias électroniques, était d'alimenter, de ressasser en permanence ces petites histoires. Alors vous reconnaissez peut-être Roland Barthes, qui a travaillé sur les mythes, et Roland Barthes qui montre que le sport participe à ce phénomène de mise en récit, de mythologisation de la société, des relations, d'interrogation sur ce que nous sommes dans notre profondeur. Et il en parle en particulier à l'époque, début des années 50, à travers l'analyse des superstars du catch, qui passent le dimanche soir à la télé ou le dimanche après-midi,
mais également à travers la retransmission des étapes de montagne du Tour de France, qui sont les deux grands phénomènes auxquels adhèrent énormément les téléspectateurs, déjà à l'époque. Donc, voilà, une des vertus du sport, c'est de mythifier un certain nombre d'espaces en faisant des hauts lieux, en faisant des lieux qui vont s'inscrire dans une histoire collective et qui vont se perpétuer à travers le temps, à travers les générations. Vous reconnaissez là le Tourmalet, hein, qui fait partie, justement, de ces lieux qui ont été requalifiés par le sport. Ou alors, de manière plus ironique, vous avez une publicité, hein, sportif-mytho.com, qui montre de manière ironique que le mythe, ce n'est pas simplement quelque chose d'extérieur qui permet à la société de communiquer, qui permet aux individus de communiquer, d'échanger entre eux, mais c'est également quelque chose qui interroge sur soi-même ses identités multiples et la manière dont on se raconte à soi-même des histoires. Voilà. Donc ce cadre, je ne l'ai pas inventé, vous voyez bien que c'est un cadre qui fait partie de l'actualité. On aurait très bien pu faire une analyse de la presse quotidienne, hein, du journal L'Équipe, de quotidiens étrangers, en Italie, aux États-Unis ou ailleurs, qui reprennent de manière récurrente ce type de langage. L'Équipe a été jusqu'à en faire un discours commercial en adoptant ce principe, l'équipe légende le sport. Voyez, moi, presse écrite, moi, leader de la presse écrite, le journal L'Équipe, c'est plus d'1 million d'exemplaires vendus chaque jour. L'Équipe Magazine, c'est plus de 2 millions d'exemplaires vendus le week-end. À côté de ça, quand on regarde le classement dans la presse, le journal Le Monde, c'est au maximum 400 000 exemplaires. Face à 1,2 million, c'est pas grand-chose. Et puis la presse magazine, un magazine très vendu comme Elle, plafonne à 500 000 exemplaires dans ses tirages, quand l'Équipe Magazine, c'est plus de 2 millions. Vous voyez, il n'y a pas match entre les deux. Hein. On voit bien que là, il y a un matraquage et une puissance de diffusion de l'information qui n'est pas anodine. Et quand l'Équipe dit « je légende le sport », c'est qu'effectivement, il y a un effet de masse, hein, dans ce phénomène de communication. Alors, on légende le sport et on raconte des histoires. Alors, je vous ai, pour vous passer un petit peu d'images, vous montrer un peu les choses. On en a plein, finalement, d'histoires, de sportifs, de sportives, d'événements qui permettent à la construction de ce récit mythique, de ce discours, et qui vont asseoir, on va le voir par la suite, ce qu'on appelle le sport moderne. Alors vous avez peut-être reconnu le nageur Johnny Weissmuller, qui a fait une première carrière sur 2 Olympiades en étant médaillé d'or au 100 mètres nage libre, hein, en remportant plusieurs titres, qui s'est illustré également dans le plongeon artistique, hein, et dans d'autres disciplines de la natation, qui, disons-le, dans sa jeunesse a popularisé la natation, et qui a su la populariser à une période où le sport, dans la manière dont il est débattu, qualifié par les journalistes, fait partie d'un folklore d'ensemble. Johnny Weissmuller, c'est celui qui a vaincu son rival asiatique qu'on surnomme l'homme poisson. Vous voyez ? Il y a tout un ensemble de qualificatifs très intéressants déjà à l'époque pour montrer la manière dont on s'imagine, dont on se représente en permanence, dont on ressasse ses péripéties, ses exploits sportifs. Puis Johnny Weissmuller, il est passé à la postérité parce qu'il est choisi pour incarner un des premiers, il y en a eu d'autres avant lui, un des premiers Tarzan au niveau du cinéma, en tournant une dizaine de films, mais également des séries télévisées, des émissions radiodiffusées, en devenant par moments une icône de la bande dessinée, tout un ensemble de produits dérivés de la société marchande, comme les Américains ont très bien su la promouvoir déjà dans les années 1930. Un autre exemple, la petite poupée romaine, Nadia Comaneci, à l'époque plus jeune athlète, a participé à une compétition olympique, 14 ans, quand elle démarre, à peine 14 ans, et plus jeune médaillée, à de multiples reprises, sur plusieurs Olympiades. On le voit avec les médailles qu'elle arbore autour du cou. Et puis,
quelqu'un, alors je ne vous ai pas mis la photo, quelqu'un qui incarne la perfection. Nadia Comaneci, aujourd'hui, dans l'histoire de la gymnastique sportive, est la seule et unique athlète à avoir obtenu un 10 sur 10 dans le cadre des Jeux Olympiques d'été. Alors une mine triste qui en dit beaucoup également sur l'envers du décor de tous ces récits et de tous ces mythes que le sport moderne a su inventer. Vous le savez sans doute, hein, il y a un livre qui est sorti il y a une petite année, qui est une biographie un peu romancée du périple de Nadia Comaneci, dans le régime assez horrible, hein, qui ensuite a été gouverné par les Ceausescu. Elle fait partie de ces athlètes, génération sacrifiée, endoctrinée par un système d'État totalitaire, où la chasse à la médaille, hein, s'inscrire tout en haut du palmarès d'une compétition mondiale, vaut tous les sacrifices du monde et évidemment des sacrifices humains. Alors qu'est-ce que raconte la tragédie de Nadia Comaneci? Elle raconte finalement une jeune fille devenue jeune femme puis adulte qui fuit ce régime oppressant et qui se fait tirer dessus, blessée à la frontière, pour demander un asile politique aux États-Unis, hein, qui est le pays dans lequel elle démarrera une deuxième carrière comme préparatrice, notamment aux équipes nationales américaines à un moment donné, en gymnastique sportive. Régime totalitaire puisque derrière l'or, derrière l'apparat, la plus haute marche du podium olympique, en grattant, on découvre finalement un pays qui, comme d'autres, d'ailleurs du bloc de l'Est ou ailleurs, hein, en Asie, n'hésite pas à repérer les femmes fragiles et jeunes dans les usines, relativement isolées, à se débrouiller pour qu'elles tombent enceintes. Manquant de ressources et étant fragilisées, elles lèguent leur enfant comme pupille de l'État, qui sont endoctrinés et enrôlés dans les fabriques à champions, notamment dans le cadre bien particulier de la gymnastique sportive. Hein. Vous avez vu sans doute tout un ensemble de documentaires qui montrent que cette torture organisée des plus jeunes et des plus faibles, qui débouche sur les plus belles médailles, est un phénomène récurrent en Chine, dans l'ex-URSS et dans tout un ensemble d'autres pays. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les pays dits libéraux et démocratiques ne font pas mieux en termes de préparation. Ça cache également une réalité, hein, c'est-à-dire que si Nadia Comaneci se révèle en 1976, avant 1976, on a tout un ensemble d'épisodes assez horribles, hein, qui sont incarnés par le sport au plus haut niveau, les Jeux Olympiques de 1936, hein, ou encore des confrontations entre la Hongrie et l'ex-URSS, avec un match de water-polo en quart de finale qui finit dans un bain de sang dans la piscine, obligé d'être interrompu avant, parce que les soviétiques occupent un certain nombre de pays en Europe de l'Est, ou encore l'opposition des différents régimes chinois ou des deux Corées, etc. Finalement, le sport va être le théâtre de toutes les abominations internationales. Et c'est ça, hein, pour revenir à Umberto Eco, c'est ça que dit Umberto Eco, c'est pour ça qu'il s'indigne une fois de plus. Finalement, le spectacle sportif et l'histoire que l'on se ressasse a pour effet de tout effacer et de tout camoufler. Il détourne nos énergies, nos attentions, et rappelons quelque chose, hein, qui relève du bon sens. Organiser une Coupe du Monde de football, un championnat du monde, accueillir les Jeux Olympiques, c'est aussi une période où, en toute impunité, on vote énormément de lois, au moment où les citoyens sont loin des urnes et loin des préoccupations de ceux qui gouvernent réellement la cité. Rappelons également, vous l'avez peut-être vu, le documentaire récent réalisé par Eric Cantona sur l'immigration et le football, où Eric Cantona conclut son reportage en montrant comment des Piantoni, des Platini, des Zidane ont fait les beaux jours de l'équipe de France de football, comment ils ont eu leurs heures de gloire, comment ils ont été très bien payés par le sport, mais aussi comment ils n'accéderont jamais aux plus hautes responsabilités dans le domaine du football.
Alors, curieusement, ce documentaire date d'il y a 2 ans, et on peut effectivement se questionner sur la pertinence des propos d'Éric Cantona en voyant la situation actuelle de Michel Platini, hein, quand il candidate à la tête de la FIFA. Enfin, en tout cas, il ne peut plus le faire en ce moment. Alors, c'est pas la peine de lire tout ça. Je vais revenir donc, dans un premier temps, sur l'invention de ce mythe. On est d'accord, le sport est une manière particulièrement privilégiée, par sa force de projection médiatique, de se raconter des histoires, d'inventer des mythes, et d'inventer un mythe en particulier. Donc on va essayer de gratter pour savoir ce que ce mythe raconte, quels sont ses soubassements, et pourquoi aujourd'hui il s'est délité. Pourquoi aujourd'hui, on en discutait en préambule, il y a eu des allusions qui ont été faites, pourquoi aujourd'hui, soyons crus dans les propos et directs, pourquoi aujourd'hui des terroristes qui projettent des attentats, qui sont des gens de moins de 30 ans, qui auraient pu être enfermés dans un dispositif, on le verra, les Anglais, quand ils parlent de sport, quand ils inventent le sport moderne à la fin du XVIIIe siècle, parlent de dispositif, au sens où l'entend Michel Foucault, bien des années plus tard, c'est-à-dire à un endroit où on va canaliser les énergies, où on va canaliser les individus, où on va les éduquer, les formater, à partir des attentes politiques que l'on a souhaitées. Et c'est comme ça que le sport est conçu et comme ça qu'il est pensé. Personne ne s'en cache. Lisez l'intégralité des traités sur le sport qui sont publiés au XIXe siècle, vous verrez, le mot dispositif est un leitmotiv, il ressort systématiquement. On parle de stade, de piscine, de campement, puisqu'au départ il n'y avait pas d'installation sportive, donc on mettait des tentes autour d'un carré d'herbe. On parle de tout cela comme étant un dispositif. Ça c'est important. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des jeunes échappent à un dispositif et communiquent entre eux à partir de consoles de jeux vidéo de salon, une PS4, pour préparer leur forfait. Sachant qu'aujourd'hui, les consoles de jeux vidéo de salon servent en majorité, pour un tiers des produits proposés à travers le monde, à jouer à des jeux vidéo de sport. Les standards les plus vendus au monde sont des jeux comme NBA, FIFA, des jeux de conduite automobile, hein, il y en a des divers et variés, des jeux qui caricaturent le sport, Mario Kart, Mario Sport, Wii Sport, hein, des jeux qui permettent à domicile, devant son écran de télévision, d'interagir avec des accessoires intelligents, une Wiiboard, hein, où par les pressions qu'on exerce avec les pieds, on arrive à mesurer le déplacement du centre de gravité, on arrive à paramétrer un certain nombre de variables de santé des individus qu'on a face à soi. On peut même se voir ou s'échanger à travers une caméra qui nous filme en 3D, à travers des dispositifs accessibles à tout le monde et qui sont excessivement répandus. Aujourd'hui, plus de 2 foyers français sur 3 sont équipés à minima d'une console de jeux vidéo de salon et majoritairement les produits les plus vendus sont des jeux de sport. Des jeux qui sont soit des copies, des dédoublements de ce qui se passe vraiment dans le plus haut niveau compétitif. Je vous ai donné les 2 exemples emblématiques, le basket, le football, soit des jeux qu'on considère comme immersifs, c'est-à-dire qui m'engagent physiquement à réaliser une activité physique, un geste, en dialoguant à travers une manette, une plateforme, un petit volant, ou à travers un clavier, une souris adaptée, hein, puisqu'il y a tout un ensemble d'accessoires ergonomiques qui sont développés sur les ordinateurs désormais, de jeux. Ou alors en étant moi-même la télécommande, hein, comme le dit une célèbre marque de console de jeux vidéo. Alors pourquoi ce grand écart? Qu'est-ce qui fait que finalement ce qui a été conçu à l'origine comme un dispositif, qui a fait son heure, qui a fait son temps, qui a très bien marché, aujourd'hui fait faillite et fait que les jeunes vont voir ailleurs. Vous voyez, hein, ça nous rapproche de l'actualité brûlante et tragique de ces derniers temps.
Alors, d'où vient ce mythe? Le sport, c'est un discours totalement faux à l'origine. Le sport est une invention qui va être excessivement médiatisée au XIXe siècle, et elle va se médiatiser en particulier à la fin du XIXe siècle avec l'invention de manifestations à vocation internationale. En particulier, fin du XIXe siècle, la rénovation des Jeux Olympiques à l'époque moderne. Tiens, l'Empire grec, l'Empire romain étaient des grandes civilisations. Ces civilisations ont su léguer leurs récits, leur histoire jusqu'à nous, nous transmettre un certain nombre de valeurs. C'est donc que leur modèle n'était pas si mauvais si on faisait pareil. L'idée a légèrement caressé l'esprit d'un certain nombre d'intellectuels, d'hommes politiques, de noms à particules, Pierre de Coubertin, qui sont passés directement à la réalisation. Il y a donc une réunion dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, à la fin du XIXe siècle, qui rassemble les principaux promoteurs et inventeurs du sport, on va dire au niveau occidental, c'est-à-dire pour l'essentiel la vieille Europe, les pays de la vieille Europe, et puis l'Amérique du Nord, et quelques autres qui se rassemblent. Dans ce comité olympique, alors est-ce que j'ai quelque chose comme ça? Dans ce comité olympique, on s'aperçoit que les dirigeants qui rassemblent ce comité sont soit des aristocrates, soit des personnes qui sont des grands bourgeois, impliqués dans de très grosses industries, très grosses entreprises, avec un rayonnement déjà international, soit des dirigeants militaires. Et aucun n'échappe à la règle. Ces personnes qui constituent le premier comité international olympique sont donc des gens qui s'inscrivent dans une logique de transformation des sociétés qui est le développement industriel à tout va, qui est le modèle de la colonisation, en pensant que finalement le sport va être un modèle que l'on peut tout à fait greffer à la formation des futurs grands dirigeants d'entreprise, élevés par le biais de la pratique sportive à la compétition la plus érudite, qui va aider à former les plus grands chefs militaires sur les terrains de bataille, en apprenant le leadership à travers les valeurs du sport, et qui va permettre, par la commercialisation d'un divertissement, de détourner l'opinion publique, le peuple, celui qui autrefois tranchait des têtes, qui était capable de faire la révolution dans la rue, de détourner le peuple de ses pulsions primaires, de sa volonté de s'inscrire dans la politique de la cité, en lui faisant croire qu'à travers le sport, il va pouvoir réaliser tout ça. Voilà. Alors vous avez des choses passionnantes, par exemple les travaux de Wilhelm Reich, déjà dans les années 30, qui montrent comment le sport est pensé et utilisé par les politiques pour, à travers la dimension pulsionnelle, manipuler les foules. Vous avez des très beaux travaux aujourd'hui d'historiens qui montre comment l'idéologie sportive a présidé à l'organisation de la colonisation, à la formation des troupes militaires, à côté d'autres modèles comme les gymnastiques. Comment le sport a été également une supra-religion, capable de se diffuser partout là où l'armée britannique est passée. Avec des choses complètement bizarres. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que le baseball, le cricket, continue à être pratiqué par certains pays dans le monde? Qu'est-ce que font les Indiens en Inde à continuer à pratiquer du polo ou du cricket? Pourquoi, à Cuba, on continue à faire du baseball? Pourquoi est-ce qu'en Chine, il continue à y avoir un championnat féminin de volleyball en 9 contre 9?
bah, cherchez pas plus loin, tout ça, ce sont les modèles originels des sports tels qu'ils ont été diffusés à l'époque dans ces pays. Et qui continuent à se perpétuer encore aujourd'hui. Voilà. Hein. Donc on est dans ce prisme-là. Et à travers ce prisme de promotion du sport, ce contexte de promotion du sport, on va inventer une histoire. On va inventer une histoire qui va aider à convaincre, qui va aider à promouvoir cette manière de se raconter, de raconter la société par des gestes, par des mises en scène spectaculaires qui mettent en jeu le corps. Alors, tout cela, on le retrouve dans quelque chose qui est quand même très organisé politiquement, économiquement et intellectuellement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les corps de statue découverts dans les fouilles archéologiques, entreprises dès le XVIIIe siècle, donnent l'intuition, donnent l'idée aux dirigeants des grandes métropoles colonisatrices d'aller inventer cette histoire, cette manière d'asséner une réalité, d'asséner une vérité à tous les autres. Et on retrouve ça notamment chez un Anglais qui s'appelle James Stuart, qui publie Antiquities of Athens dès 1762 et qui montre des corps de statues en mouvement, discoboles, lanceurs de javelots, conducteurs de chars, coureurs à pied, lutteurs, en activité, et il en fait la publicité. On retrouve également les mêmes intentions, les mêmes formes de promotion lors des expéditions d'Égypte organisées par Bonaparte et par la Grande Armée, ou de ces fouilles, on ne fait pas que ramener des obélisques ou d'autres formes architecturales, que de faire la promotion de la découverte de certains lieux qui sont là pour commémorer la grandeur de l'Égypte, mais on arrive également à ramener des témoignages vivaces à travers des statuaires, à travers des dessins, des gravures, de jeux, d'activités physiques qui étaient déjà organisées dans la haute antiquité. Même chose pour le corps expéditionnaire français, à partir des années 1830, qui, après l'Égypte, entreprend des fouilles archéologiques en Grèce et met à jour tout un ensemble d'œuvres particulièrement importantes pour la promotion de ce discours. En Allemagne, on en fait même une spécialité à l'université, notamment à l'université de Berlin. Puis les Allemands reprendront ces fouilles archéologiques. En Angleterre, dans les années 1850, de façon privée, les antiquaires se forment à travers une société qui est destinée à financer ces fouilles archéologiques. Parce qu'il y a tout un ensemble d'œuvres qui circulent comme ça à droite et à gauche. Alors, que se passe-t-il? Ces œuvres d'art vont être exposées aux yeux du monde occidental dans les musées. Et ça va être une exposition tournante dans toutes les grandes capitales. Sauf que, comme nous le raconte l'historien américain Martin Bernal, dans son livre Black Athena, qui est une contre-enquête sur l'invention de cet Occident promu par un corps indo-européen, puis plus tard qu'on appellera un corps arien, le grand blond aux yeux bleus, bien proportionné. Selon Martin Bernal, on a découvert énormément de statues, de gravures dans ces fouilles archéologiques pendant 100 ans. Et on ne décide de ne retenir qu'une part infime d'entre elles. Uniquement celles qui mettent en scène des corps en mouvement, animés par un javelot, par un disque, par un char, par un cheval, par un combat de pugilat ou une autre forme d'opposition, de compétition, et qui, en termes de représentation du corps, impose un canon corporel. La tête représente 1/7 ou 1/8 de l'ensemble, et puis on calcule en nombre de têtes par rapport à la longueur des jambes, à la longueur des bras, de manière à aboutir à des proportions idéales. Bref, on invente un canon corporel, un modèle de corps, une perfection du corps qu'il va s'agir
de mettre à l'œuvre, de mettre à l'épreuve. Claire Barbillon le dit bien, hein, d'ailleurs, c'est au XIXe siècle que, du côté de la muséologie, d'ailleurs, on va standardiser ces modèles de corps et qu'on va les promouvoir, non seulement dans des expositions, mais également dans toutes les écoles qui forment les artistes de demain. Sculpteurs, peintres, dessinateurs. Et tout cela va être fortement repris par des intellectuels spécialistes de l'histoire de l'art, spécialistes de l'esthétique. Alors, il y en a pléthore. Hein. Johann Joachim Winckelmann, par exemple, mais cette théorie des proportions du corps ira jusqu'à l'aménagement de l'habitat, avec des gens comme Le Corbusier en France. Vous voyez, donc on a une longue lignée de personnes qui vont théoriser ce qui est mis en scène de façon idéologique à travers les musées d'art. Le sport est l'activité fondatrice et support des grandes civilisations grecques, romaines, égyptiennes. Le sport devient un modèle, un projet de société pour l'Occident. Regardez le résultat, on l'exhibe à travers ces statues qui ont su résister à l'épreuve du temps. Ce modèle, on l'intellectualise. On en fait un projet de société, travaillé par les philosophes, les esthéticiens, les sociologues, les anthropologues. Il y a tout un vrai travail de mise en musique de tout ce qui a été écrit, mais c'est quelque chose d'assez phénoménal. Et puis, on le met en loi. On le met en loi géométrique. C'est-à-dire que le sport apparaît à une époque où les unités universelles de mesure sont nées et où elles se propagent par le biais de la science, par le biais de la technique. Et on va les appliquer à l'activité humaine, quelle qu'elle soit, et en particulier le sport. Qu'aurait été le sport moderne dans son invention si il n'y avait pas eu la métrique, si on avait été incapable de se mettre d'accord sur la façon de mesurer le temps? Tout ça n'aurait absolument pas de sens. Hein? Regardez, aujourd'hui, vous êtes capable de résister pendant 1 heure, 1 heure et demie devant votre écran de télévision à la retransmission d'une épreuve qui dure moins de 10 secondes, la finale du 100 mètres en athlétisme, qui reste l'épreuve la plus attendue par les téléspectateurs. C'est celle qui génère le plus d'audience au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes capables de nous émerveiller pour des skieurs qui descendent sur un supergéant et qui se départagent au centième ou au millième de seconde. Vous voyez hein? Dans quoi nous sommes rentrés en termes de logique compétitive, de départage des individus. Alors, vous voyez, tout cela est parfaitement pensé, parfaitement élaboré pendant 2 siècles, en faisant intervenir, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, différents facteurs. Tout ça rentre en conjonction et se met en musique, en syntonie, dès le XVIIIe siècle. Alors c'est cela que critique Martin Bernal, c'est-à-dire que finalement, d'un point de vue idéologique, on a fait croire au monde entier que le sport possédait certaines vertus, qu'il permettait d'accéder à un modèle de perfectionnement idéal du corps, qu'il permettait d'accéder à un modèle parfait de société et de civilisation. Et tout ça, évidemment, arrange les discours politiques, les discours économiques, parce que ça permet de se comparer les uns par rapport aux autres. Ça permet, de manière continuelle, d'élaborer des classements sur les pays, sur la qualité de l'enseignement, sur les corps de métier. Regardez, ceux-là sont plus absents que d'autres, ou sont plus performants que d'autres au niveau du travail. Tout ça, on le connaît bien. Et donc, il y a tout un biopouvoir, des phénomènes de stigmatisation, de montrer du doigt l'anormalité qui, évidemment, démontre bien la façon dont on exploite. Alors, toute cette logique. Hippolyte Taine fait partie de ces intellectuels qui ont participé
à sanctifier, à intellectualiser le sport dans la société française. Hippolyte Taine était historien de l'art et il enseignait à Paris. Pendant 2 ans et demi, un certain Pierre de Coubertin suit ses cours, au moment où Hippolyte Taine, en particulier, travaille sur la Grèce antique et où, dans son histoire de l'art, il développe tout un chapitre qui est consacré au sport, chez les Grecs et chez les Athéniens. Et cette rencontre entre des gens qui vont être des pédagogues, des promoteurs du sport, et des gens qui vont être des intellectuels qui défendent le projet sportif, la démonstration, le mythe sportif, c'est quelque chose de régulier, d'imparable dans tous les grands pays européens. C'est-à-dire que en Angleterre, les promoteurs du sport, Thomas Arnold, le fameux directeur du collège de rugby, qui invente, qui donne ses lettres de noblesse au football, au soccer et au rugby, a été formé, lui aussi, par des intellectuels anglais spécialistes de l'histoire de l'art dans l'Antiquité. En Allemagne, les principaux réformateurs du modèle éducatif allemand, à partir des années 1860, ont été abreuvés par Winkelmann, par tous les esthéticiens et tous les spécialistes de l'histoire de l'art en Allemagne. Ils ont été particulièrement réceptifs à la philosophie fichteenne, qui disait que l'Allemagne étant une des dernières nations européennes à naître, comment faire naître ce pays en mettant en place un esprit de corps, c'est-à-dire en s'appuyant sur un de ses collaborateurs qui connaît bien à l'époque, qui s'appelle Ludwig Jahn, qui est l'inventeur du Turnen, de la gymnastique sportive en plein air en Allemagne, et en écrivant l'histoire d'un pays, d'un territoire à partir de mythes. Lisez Discours à la nation allemande. C'est assez édifiant dans la manière dont cette philosophie, cette théorie, ce mythe va se fabriquer. Voilà, alors je passe, vous en avez plein d'exemples, Thomas Carlyle, les héros, voilà. Les héros, c'est le livre de référence en Angleterre, le petit manuel illustré à l'adresse de tous les futurs dirigeants et gouvernants du monde. Comment devenir un chef militaire, comment devenir un haut dirigeant politique, comment devenir le grand patron d'entreprise, en prenant pour modèle éducatif les grands hommes. Ça va de Jules César en passant par Napoléon Bonaparte jusqu'aux héros sportifs. Vous voyez ? Il y a donc derrière le mythe sportif, on le voit, un projet de société, un projet anthropologique qui est particulièrement fort et qui dit à sa manière la façon dont notre civilisation, dont notre culture s'est construite. Voici quelques-uns des titres sur lesquels on peut s'appuyer pour simplement montrer ce que je viens de vous dire. Vous voyez, le livre de Carlyle, John Ruskin, Winkelmann, Hippolyte Taine, Lessing avec son Laocoon. Voilà, tout un ensemble de gens qui clairement se servent du projet de monstration. Je montre la statuaire grecque, la statuaire romaine dans les musées, mais je ne montre pas n'importe quelle statuaire. Comme le dit notre fameux historien américain qui a rédigé Black Athena, elles sont innombrables et multiples, ces œuvres d'art qui vont être placées dans les chambres fortes, derrière les galeries où on expose ce fameux modèle idéologique qui va devenir, qui va s'incarner à travers des éducations, à travers un modèle éducatif, à travers un modèle corporel. Voilà, le mythe sportif se bâtit là-dessus et on a tout un ensemble d'initiatives de restauration des Jeux Olympiques, c'est-à-dire de célébration de ce passé, de ce mythe glorieux qu'on réinvente au XIXe siècle, en réalisant des Olympiades par-ci, par-là, les Jeux Olympiques du Rondeau en Isère, par exemple, les Jeux Olympiques scandinaves, des Jeux qui sont réalisés également en Écosse et autres. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un mot-clé, peut-être pour vous, le mot « jeu ».
C'est-à-dire qu'on redéploie tout un ensemble de pratiques du corps où les gens entrent en compétition, selon la bonne logique du projet politique gréco-romain, et petit à petit, on va affiner tout cela. Alors, qu'est-ce que nous racontent les historiens dans cet affinage des jeux? Ils nous racontent la chose suivante. Dans les grandes écoles qui forment en Angleterre les futures élites, militaires, économiques, politiques, dans ces grandes écoles, Harvard, Eton, Westminster, Rugby, on réforme les programmes scolaires. On réforme les programmes scolaires parce que, voilà quelque chose qui nous rappelle notre actualité, les jeunes sont devenus incontrôlables. Ils n'adhèrent plus aux valeurs qu'on leur promeut à l'école. Ils n'adhèrent plus à la société qu'on leur vante. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'acheter ces jeunes en réformant les programmes scolaires. Alors, tout ça, hein, vous le savez, il y a eu une autre époque où on apprenait à lire et à écrire en latin dans la Bible, à l'école, et où était bannie toute forme de dialecte, et où même le français en France était banni. Là, il y a une vraie révolution pédagogique, la New Education, qui est promise en Angleterre au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, et les après-midi vont être des moments où, d'un point de vue pédagogique, on propose des activités pratiques, une éducation pratique. Il faut, dans cette nouvelle éducation, un équilibre entre une éducation intellectuelle et morale qui se déroule le matin et une éducation pratique qui va se dérouler l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on voit émerger? On voit émerger des cercles dans lesquels on propose du bricolage, du jardinage, de la philatélie, des jeunes qui vont créer une association naturaliste, collectionner les insectes, les papillons, qui vont observer la vie des oiseaux. Et puis, on voit petit à petit des associations de sport qui vont se mettre en place. Ces associations sportives vont devenir des cours qui s'inscrivent dans un programme scolaire les après-midi, et on va s'appuyer sur ces fameux jeux traditionnels pour leur apposer un règlement, des règles, et faire intervenir l'enseignant, où l'enseignant va être chargé de préparer l'équipe, de la soutenir, mais également d'appliquer un règlement, d'appliquer un ordre, et donc de faire revenir dans le droit chemin ces fameux trublions qui ont tendance à faire en sorte que les cours ou les sorties d'école dégénèrent. Vous avez des travaux passionnants qui montrent que au XIXe siècle, en Angleterre notamment, quand on sort de l'école et que la journée s'est mal passée, entre jeunes gens aristocrates, on règle ses comptes au duel à l'épée ou au pistolet. Alors ça fait des dégâts, hein, et ça, évidemment, c'est pas un bon signe dans la régénération et dans la formation de l'élite, dans le renouvellement de l'élite européenne, que de voir ces duels se propager. On voit également, hein, c'est très bien raconté dans un livre qui s'appelle Tom Brown's School Day, une journée d'école de Thomas Brown, où les élèves s'échappent des cours pour aller fumer leurs cigarettes sur le toit, jettent des projectiles divers et variés dans les salles de classe, passent leur temps à s'injurier, à se défier en permanence. Eh bien, le projet éducatif du sport, c'est de créer un dispositif dans lequel on va remettre de l'ordre. Partons de ce qui passionne ces gamins turbulents, de leurs jeux, et faisons de ces jeux quelque chose qui va permettre de canaliser leur énergie et en même temps qui va être un tremplin pour transmettre tout un ensemble de valeurs et donner une bonne direction à la formation des forces vives de l'Empire britannique. Le projet anglais, il est très vite bien compris par les autres. En Allemagne, on fait la même chose. Et puis, en Angleterre, en France, on va également penser le développement de ce projet sur la même modalité, si vous voulez. Alors, voilà, tout ça va prendre de plus en plus de consistance. Le sport va monter en puissance. Les grandes compétitions que vous connaissez aujourd'hui vont s'installer. Tout d'abord les Jeux Olympiques, puis différents championnats du monde, la Coupe de football, du monde de football de Jules Rimet en 1930. Entre-temps, les grands rallyes, le Tour de France cycliste 1903.
On invente des grands spectacles qui vont permettre de propager la bonne parole, de propager le fameux récit sportif, le mythe constitutif, dont j'ai essayé de vous dessiner dans ces grandes lignes les principaux soubassements. Alors je vois que le temps file, donc je vais essayer de me tenir au cadre. Le développement du sport moderne va s'appuyer sur une logistique sans précédent d'un point de vue technologique. C'est le développement de la photographie, avec le daguerréotype dès les années 1830. Très vite, la photo va servir pour améliorer la performance sportive, promouvoir la compétition. En France, vous avez Jules-Étienne Marais et Georges Demny qui fondent un laboratoire d'études du mouvement humain. Et dans ce laboratoire, la station physiologique qui se localise au Parc des Princes, ils vont faire passer tous les athlètes qui viennent représenter leur pays aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris. Ils vont donc développer toute une analyse du mouvement sportif dans leurs travaux. C'est Muybridge qui va faire la même chose en Angleterre. Et vous voyez, il y a déjà une biomécanique, une science de la performance sportive qui est développée dans ces années-là. De la même façon, les médecins physiologistes du sport vont s'intéresser à l'effort des boxeurs, des marathoniens, et développer une médecine respiratoire, une médecine également musculaire, où on commence à comprendre un peu la logique de fonctionnement du muscle, déjà à la fin du 19e siècle, dans les tout premiers marathons qui sont organisés. Alors, force de projection médiatique, la photo, puis très vite le cinéma, qui va s'emparer des jeux. J'avais une photo, mais je ne sais pas si elle est là. Alors là, vous avez un exemple iconographique de ce que vous trouvez dans les traités d'éducation physique, dans les traités sportifs. Vous voyez que, voilà, explicitement, quels sont les modèles, ceux dont je vous ai parlé là depuis à peu près 1 heure. Donc, développement du cinéma qui va être de plus en plus important et qui va s'orienter vers le sport. Alors, je dirais que l'acmé, le point d'acmé, le point ultime du développement de l'utilisation du cinéma par le sport, ce sont les Jeux Olympiques de 1936. En 1936, à Berlin, en Allemagne, il y a plusieurs innovations. Il y a une couverture radiodiffusée sans précédent, plus de 300 millions d'auditeurs qui écoutent les Jeux sur les ondes. Une couverture de presse énorme qui va dépasser par le nombre de journalistes le nombre d'athlètes participants. Et puis pour la première fois, des essais de retransmission télévisés. À 500-600 mètres du stade olympique, on aménage des studios de télévision qui sont reliés par des câbles enterrés sous le sol aux caméras, à la dizaine de caméras qui sont placées dans le stade. Et en plus des places dans le stade, 50 000 personnes peuvent suivre les Jeux sur des écrans télé dans ces fameuses salles de télévision qui ont été réalisées à l'occasion. Voilà. La suite, on la connaît. Après la Seconde Guerre mondiale, la retransmission télévisée du sport va prendre de l'importance. Tout d'abord avec une eurodiffusion dans les années 1960, lors des Jeux Olympiques à Rome. Je vous le disais tout à l'heure, 1968, en mondodiffusion. Ensuite, on peut dire qu'à partir des années 70, le sport est l'activité humaine par essence où on innove d'un point de vue technique, technologique, sur la fabrique des images. Caméra 360 tractée par un filin à Roland-Garros. Caméra à bord d'hélicoptères ou à bord de motos pour la retransmission du Tour de France cycliste. Caméra miniaturisée pour la Formule 1. Caméra embarquée sans vibration qui suivent la même vitesse de course que les athlètes sur les stades. Caméra qu'on embarque sur les mires, sur les fameuses antennes, sur les filets de volley, avec des essais via la chaîne Canal+ dans les années 90 pour la Coupe d'Europe de volley, etc., etc. C'est un vrai phénomène. Et on peut dire la même chose du développement qui a été fait par Internet ou par les jeux vidéo. J'y reviendrai peut-être un tout petit peu à la fin. Voilà, donc à partir de là, on a ce phénomène qui va devenir quelque chose de très important. Et comme l'écrivait déjà Pierre Bourdieu dans son texte « Comment peut-on être sportif ?», il y a toute une industrie tenue par la bourgeoisie du spectacle du sport qui se met en place.
qui a très bien compris que le modèle du Barnum, du spectacle du corps humain, déjà largement propagé par les Américains, hein, le Buffalo Bill West White Show, Barnum et Bailey avec les cirques ambulants, ou encore les expositions coloniales qui mettent en jeu des corps en activité, qui les comparent les uns par rapport aux autres, est quelque chose qui attire les foules, qui détourne les esprits, qui canalise les énergies, et on va appliquer cette réussite, ce modèle de réussite économique au spectacle du sport. Ce sont les mêmes, quasiment, entrepreneurs qui mettent au point les spectacles sportifs. Alors aujourd'hui, on a su utiliser tout ça, hein, ça ne vous a pas échappé, la télé-réalité. Regardez le nombre de sportifs de haut niveau qui font une deuxième carrière télé, hein, en passant par des émissions comme Koh-Lanta. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant. Koh-Lanta montre comment le sport de haut niveau de compétition sort du prisme dans lequel il a été pensé, de son étau, pour devenir autre chose, de l'aventure en milieu extrême. Comment finalement le sport n'est pas qu'une culture qu'on pensait figée, imposée par les anglo-saxons, mais aussi un processus dynamique qui renouvelle l'image, qui renouvelle les civilisations, qui renouvelle la manière de faire, d'agir du corps. Tout ça est assez intéressant. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que cet hyper-développement médiatique arrive quand même largement à saturation, notamment dans le discours journalistique. On arrive à un stade où on se dit, en tant que journaliste, comment on va faire maintenant ? On a fini par sortir la 10 000e histoire de dopage. On s'aperçoit encore une fois que l'UCI a couvert pendant des années un coureur qui s'appelait Lance Armstrong, mais elle en a couvert d'autres par le passé. On s'aperçoit qu'à la FIFA, il y a des paris truqués, il y a des affaires d'attribution par avance moyennant de l'argent des Coupes du Monde. On s'aperçoit que le comité olympique dans sa composition est malsain, que Juan Antonio Samaranch a tué l'olympisme en faisant revenir les professionnels dans une compétition qui devait rester amateur. On continue à faire le énième reportage sur la manipulation des enfants dans le sport et les tortures physiques qu'on leur inflige. On continue à faire un énième reportage sur l'exploitation et la récupération politique qui est faite du sport. Hein, le lapsus de Jacques Chirac. Je vous présente l'équipe de France et la Coupe de France, quand en 1998, les Français ont gagné la Coupe du Monde de football, au moment de la garden party de l'Élysée, à l'issue du défilé du 14 juillet. On voit que le phénomène d'argent de ces footballeurs, basketteurs millionnaires, c'est pareil, c'est déversé comme un fiel dans les médias de tous bords, tous les jours, de façon omniprésente. Finalement, on arrive à une saturation de tout cela, qui relève aussi d'une saturation de ce qu'on nous déverse sur les ondes de télé. Le football et le reste du monde, en France, le football, c'est 60% de la couverture médiatique du sport à la télévision. Le football finit par ne plus faire d'abonnés sur les chaînes cryptées. C'est un modèle qui arrive à ses limites. Et autre indicateur de saturation, ce qui se passe dans la rue, en termes de sport non inscrit dans un club ou une compétition, comme on l'appelle. On ne sait plus trop non plus. Vous voyez, derrière tout ça, il y a une perte de sens, il y a une perte de poids. On ne va plus licencier dans les clubs, on se désintéresse quand même relativement d'un phénomène hyper médiatisé, d'un discours, et donc, je reviens à mon point de départ, on arrive à un mythe qui se sature. Une saturation du discours mythique. Alors, cette saturation du discours mythique, puisqu'il faut garder du temps pour que nous puissions discuter, échanger, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'on peut voir derrière tout ça? Ce qu'on peut voir, déjà, c'est des éléments très concrets aujourd'hui au niveau du sport et ce que j'appellerais une remise en perspective anthropologique du sport moderne. Le sport pensé dans le contexte de la révolution industrielle, dans le contexte de développement du colonialisme, dans le contexte d'imposition d'un modèle de style de vie, celui de la bourgeoisie élitiste. Eh bien, tout cela est remis en question et tout ce qui a généré le sport dans son mythe et dans son discours est remis en cause. Exemple, un type qui s'appelle Oscar Pistorius, qui a fait beaucoup parler de lui parce que visiblement il était sous emprise de certaines substances en tirant sur une porte. En tout cas, c'est comme ça que son avocat a présenté le dossier lors de son procès. Oscar Pistorius est intéressant aussi
Parce qu'il fait jurisprudence au niveau du sport et qu'il remet en perspective de plein fouet le sport moderne dans sa compétition. Pistorius, c'est le type qui n'a pas de jambes, qui a 2 prothèses, et qui dit « Moi, je veux concourir avec les valides. Je veux être aligné sur un 100 mètres avec les meilleurs athlètes du monde. Je veux courir contre Usain Bolt en finale. » Et là, le CIO est très, très embêté. Là, la Fédération internationale d'athlétisme est très, très embêtée. Usain Bolt fait partie de ces gens qui, aujourd'hui, dérangent clairement l'organisation de la compétition sportive. On va dire, il est équipé de prothèses. Oui, mais les autres, ils sont dopés. Alors, hein, comment est-ce qu'on peut discuter d'équité dans la manière des chances qu'ont les gens qu'on aligne sur une course de remporter le titre? Deuxième forme de remise en perspective, donc tout ça, évidemment, nous amène à des choses complètement folles. Aujourd'hui, on parle du sport cyborg. Et vous avez les premiers championnats de sport cyborg qui vont être organisés l'année prochaine à Paris. Donc on s'attend à des choses complètement dingues. Donc, des gens qui vont avoir une mobilité assistée par des puces électroniques, des gens qui ont des prothèses, etc., etc. Deuxième forme de remise en question, celle du genre. Là aussi, on est bien embêté, puisqu'un certain nombre de fédérations sportives en Amérique du Sud viennent de reconnaître officiellement, comme leur État et comme leurs différents ministères, l'existence d'un transgenre. Comment on fait? Le sport est organisé sur des compétitions masculines et féminines. Le récit mythique du sport est organisé à travers des discours montrant du doigt les tricheurs, ces hommes qui se sont déguisés en femmes. Ou alors ces gens qui sont indéterminés d'un point de vue sexué, à qui on fait passer des tests de féminité avant de concourir ou en cas de suspicion. Comment on fait avec l'existence d'un transgenre? On repense complètement la question des catégorisations. Autre exemple, succès énorme depuis 5-6 ans d'un sport qui s'appelle le MMA, les arts martiaux mixtes. Cage octogonale, 2 lutteurs, enfin 2 combattants qui viennent dans la cage et qui ont droit à tout. Ils se frappent au sol, ils ont droit aux coups de coude, aux coups de pied, aux étranglements, etc. Il y a souvent des gens qui ressortent évanouis, presque à la limite du coma, des arcades sourcilières qui explosent régulièrement, etc. On a affaire à un phénomène, le MMA, qui est un sport qui se diffuse sur les réseaux Internet avec ses propres chaînes payantes, qui est un sport qui s'est professionnalisé, qui a ses fédérations, qui a des clubs, qui a des athlètes professionnels qui sont payés, qui génèrent de plus en plus d'argent depuis 5 ans. Sauf qu'on a un problème, c'est que le MMA, dans sa pratique et dans son organisation, contrevient fondamentalement au droit universel de l'homme. On n'a pas le droit d'enfermer des individus. On n'a pas le droit de frapper lâchement quelqu'un au sol. Et pourtant, ça, ce sont les règles d'une activité qui génère de plus en plus d'argent et qui est de plus en plus diffusée. Vous voyez? Là aussi, remise en perspective. Autre exemple, on en parlait tout à l'heure, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ce n'est pas qu'une industrie de masse. Un tiers des jeux à travers le monde sont des jeux sportifs. Développement ahurissant des consoles de jeux vidéo. Autre exemple, les enquêtes européennes sur les loisirs des jeunes Européens de moins de 25 ans montrent depuis une dizaine d'années que le sport est relayé, la pratique sportive, on transpire, on court, etc., est relayé en 8e place dans leur temps libre, dans leur emploi du temps libéré. Et il était en 2e place il y a 15 ans, le sport. Qu'est-ce qui est venu s'immiscer entre le sport et les sorties entre amis, qui occupent la 1re place? Ce qui est venu s'immiscer, c'est l'utilisation du téléphone Android, ce sont les connexions Internet, c'est le jeu vidéo, c'est le home DVD, c'est-à-dire toutes les technologies virtuelles qui sont des sources de matraquage et de diffusion de l'imagerie du sport aujourd'hui. Alors, il faudrait faire des vraies enquêtes sérieuses sur tout ça, il n'y en a pas. Il y a simplement des indicateurs de consommation moyenne, d'utilisation moyenne de ces supports que sont la télé, la console de jeux vidéo, la borne Internet, etc., par rapport aux images de sport. Et qui montrent la chose suivante, en moyenne, en France,
pour un Français âgé de 15 à 60 ans, nous consommons 15 à 20 heures d'images de sport par semaine, quand la moitié de la population française fait 2 heures de pratique sportive par semaine. Vous voyez le différentiel? Il est devenu monumental. Encore une fois, je me sers simplement de tendance. Je n'ai pas aujourd'hui d'enquête qui permet de mettre bout à bout ces différents usages des nouvelles technologies de la consommation de l'imagerie sportive. Mais ça montre bien une chose, c'est que aujourd'hui, il y a tout un ensemble de démultiplication d'images du sport que l'on assemble de différentes façons, mais que l'on n'assemble plus selon la logique de la compétition, qu'on assemble autrement. C'est ça qui me permet de revenir à ma question de départ. Le sport moderne, c'est fini. Bah oui, parce qu'on bricole autrement nos images. Et parce que vraisemblablement, on est en train d'inventer de discours et de nouvelles manières de mettre en musique ces images qui vont constituer la mythologie de demain. Quelque chose qui aujourd'hui nous échappe. Parce que ça relève de mécanismes qui nous travaillent au quotidien, qui sont souvent non conscientisés. Mais pourtant, c'est déjà là. Et c'est là de manière forte, puissante, omniprésente. Autre exemple, donc ce support imagé, les fédérations sportives asiatiques mettent la pression en ce moment sur le CIO, sur le Comité international olympique, pour faire entrer le e-sport au programme des Jeux. Et on sait qu'ils ont déjà eu gain de cause et que vraisemblablement, d'ici une dizaine d'années, le sport sur console de jeux vidéo va être une discipline olympique. Ce qui, vous imaginez bien, nous ouvre anthropologiquement des perspectives complètement dingues. Qu'est-ce que c'est qu'un effort là-dedans? C'est un effort où le rapport entre l'homme et la machine, les collections neuronales, les réflexes, c'est un effort qui est complètement transposé, transfiguré et qui nous ouvre sur d'autres dimensions du sport, sur d'autres voies auxquelles on avait pensé il y a déjà 2 siècles, mais dont on n'a pas emprunté les chemins, par exemple. Autre idée que je vous livre, j'ai bientôt fini, autre idée que je vous livre, l'inversion aujourd'hui de ce qu'on appelait la gestus et la gesta. Quelque chose de bien connu au niveau du Moyen-Âge ou du théâtre chez Bertolt Brecht. Finalement, on utilise le geste, et ça c'est vraiment l'apanage de la société de cours, Norbert Elias en parle très bien, on utilise la gestuelle pour se mettre au service d'un rôle, de l'exercice d'un pouvoir, pour jouer le preux chevalier qui part en croisade, etc. Ça, Jean-Claude Schmitt le raconte de manière assez fabuleuse, il a très bien travaillé sur la symbolique des gestes et la manière dont c'est utilisé, mais là aussi, la gestus et la gesta, la chanson de geste et l'utilisation du geste, sont des choses qui, aujourd'hui, se trouvent transfigurées dans le domaine du sport. Gilles Deleuze en parle déjà très bien dans son abécédaire, quand il définit la notion de style, où il montre que, si vous voulez, la geste est quelque chose d'incarné. C'est finalement une forme d'expression du corps qui va nous relier indirectement à l'autre. C'est, nous dit-il, la gestus, le devenir du corps à travers les postures, à travers les attitudes, à travers ce que le philosophe qualifie déjà d'une interaction corporelle qui n'a rien à voir avec ces rôles prémédités tels que les endossait déjà la société de cours, qui n'a plus rien à voir avec des gags du sport professionnel. Ce qui était l'apanage de la mise en scène de la société de cours au Moyen-Âge, s'est diffracté à un moment donné dans l'élite sportive. André Agassi raconte comment il a perdu une finale du tournoi de Roland-Garros parce qu'il portait une perruque. Pour affirmer sa puissance virile à travers ses images médiatiques, pour affirmer son rôle de jeune premier, sauf que, bon, elle tenait pas très bien sa perruque et ça l'a gêné, notamment au niveau de ses services ou d'un certain nombre de gestes sur le terrain. Vous voyez, voilà, on a tout un ensemble d'exemples, là aussi au niveau du sport,
qui montre bien que ce devenir du corps dans les postures et dans les attitudes est quelque chose qui est transfiguré et qui retravaille au plus profond la pratique sportive, au plus bas comme au plus haut niveau. Enfin, un envers du décor qui est devenu trop visible, ce que montrait le sport moderne, hein, ce que le sport moderne voulait cacher dans l'administration du pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut plus le cacher, c'est beaucoup trop gros. Les affaires se succèdent les unes après les autres et elles lassent. Elles lassent et elles tuent à petit feu la signification du sport. Alors, pour finir, quelles sont les voies possibles de demain ? Donc, ce que je vous disais, c'est que effectivement, il y a empiriquement d'autres manières de se rapprocher du sport aujourd'hui qui se mettent en œuvre. Alors, ces autres manières, elles passent par la fabrication de nouvelles cultures. La culture du jeu vidéo a aujourd'hui suffisamment d'antériorité, d'historicité, comme des nouvelles technologies d'information et de communication, pour rentrer au musée, pour rentrer dans un patrimoine, pour devenir un point d'ancrage à une forme identitaire et ouvrir de nouvelles voies. Donc vous voyez, hein, la transfiguration de l'effort du côté de ce qui se passe au niveau neuronal ou au niveau de l'imagerie, c'est pas n'importe quoi. On a également le fait que finalement, le sport a été pensé comme une culture figée, alors que dans son fondement, c'est un processus. Bourdieu parle très bien de ça, Christian Monberger parle très bien de ça, du processus de sportification. C'est un processus qui notamment était destiné à contrôler la majeure partie des individus par une petite minorité qui a le pouvoir. Et face à ce processus de sportification, eh bien, il y a d'autres processus qui germent et qui étaient présents déjà au XVIIIe siècle. Le processus ludique, le jeu pour le jeu, qui peut se suffire à lui-même et s'épuiser en tant que tel, sans avoir besoin d'être organisé, d'être pensé en amont, et qui est largement aussi créatif dans la fabrique identitaire, dans la fabrique de soi et la fabrique des autres au quotidien. L'aventure, processus qui était déjà très bien montré par le sociologue Georg Simmel ou par la suffragette et sociologue Jane Addams, quand elle a mis en place aux États-Unis les fameux playgrounds, en particulier à la Hull House dans la ville de Chicago. Des processus qui peuvent être des processus du mouvement humain dans toute sa forme de complexité et d'expressivité. La manière dont le docteur Jean Le Bouch expose ce que pourrait être une psychocinétique, c'est-à-dire une science du mouvement humain. Voyez ? Donc il y a d'autres voies de processus que le sport moderne, incarné à travers son modèle culturel compétitif, qui sont des voies présentes de manière discrète, mais de plus en plus fortes aujourd'hui, et qui ont déjà écrit une partie de leur processus mythique, et qui ne demandent qu'à passer, dans les années qui viennent, dans un mode d'affichage majeur et non plus dans un mode d'affichage mineur. Voilà. Donc on peut être relativement optimiste. Tout le problème derrière tout ça, c'est d'arriver à mieux savoir comment la fabrique de l'imagerie sportive se met en œuvre, comment elle se colle, ces images les unes à côté des autres pour raconter une histoire. Et il n'y a pas de quoi être effrayé par tout ça. Qu'est-ce que racontait déjà l'anthropologie philosophique il y a une centaine d'années ? Elle disait que nous, êtres humains, sommes finalement des animaux relativement limités, que par exemple, du point de vue émotionnel, nous n'avons que 200 muscles à peu près sur notre visage, et qu'à un moment donné, nos formes d'expression se limitent au rire ou aux larmes. Ce que disait très bien tout un ensemble d'anthropologues, qui sont également des expressions culturelles limitées, la tragédie ou la comédie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort après ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire après ça ? On ne peut plus rien dire. On touche à nos limites d'expression. Et un certain nombre d'intellectuels ont montré que, du point de vue des images, finalement, nous sommes limités dans notre capacité à nous raconter des histoires et qu'il y a un nombre de scénarios limités que nous savons jouer. Guère plus, parce qu'au-delà, il faudrait dépasser les limites de l'animal, des animaux que nous sommes.
Donc finalement, le sport ne fait que dire ça, c'est-à-dire nous renvoyer à notre condition animale et à toutes ses limites. Et aujourd'hui, effectivement, ces limites en termes d'expression culturelle touchent à leur fin pour s'ouvrir vers d'autres possibles qui sont déjà là, en germe, depuis plus de 200 ans. Donc rassurons-nous, d'autres voies s'ouvrent à nous, sont là, sont présentes, et sont déjà activées chez les 2/3 de la population qui a complètement décroché des formes compétitives. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup de votre accueil et de votre écoute. Il y en a peut-être un... Il y a celui-là, si vous voulez. Le micro est à votre disposition, si vous voulez poser des questions. Oui, je commence, il faut toujours une première question. Est-ce que le succès très durable et depuis longtemps et qui ne se dément pas du Tour de France, est-ce que ça ne va pas quand même un peu à l'encontre des évolutions que tu as expliquées? Parce qu'on voit bien que même l'annulation des victoires de Lance Armstrong, même les scandales qu'il y a eu, finalement ça ne change rien, le succès est toujours là et ça dure. Et on a l'impression justement que c'est tellement ancré que quoi qu'il se passe, de toute façon ça continuera quand même. Oui, alors il y a deux éléments dans le Tour de France cycliste. Le premier élément est qu'effectivement, comme il s'agit d'un événement sportif majeur, sur le plan économique, sur le plan de son modèle d'exportation, on continue dans une vertu compétitive à faire toujours plus dur. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, chaque année, le nombre de kilomètres se rallonge et la difficulté des épreuves augmente, hein, dans l'intensité des contre-la-montre et surtout dans l'intensité des épreuves de montagne. On annonce un Tour de France 2016 complètement historique du point de vue des records du nombre de difficultés de col à franchir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point dans le Tour de France qui existe depuis fort longtemps et qui explique déjà Barthes, hein, dans Mythologique, c'est que le Tour de France est en fait une fenêtre ouverte sur le folklore de la France et même sur le folklore de l'Europe. Et que qu'est-ce qui fait le succès du Tour de France ? C'est aussi qu'on a sa petite heure de gloire éphémère en passant soi-même à la télévision, en faisant l'imbécile déguisé à travers, avec une cape ou en string ou avec le drapeau de son pays, déguisé en schtroumpf, etc. Et en courant à côté des coureurs cyclistes à pied, notamment en montagne, en mettant en valeur le patrimoine de son village ou de sa région, à travers des agriculteurs qui dessinent des mosaïques dans des champs de maïs ou dans des champs de blé, en ayant tout un ensemble de reportages et de documentaires sur, le matin avant le départ, sur le terroir français, sur le folklore français. Et je crois que si le Tour de France continue à durer, c'est non pas parce que les gens accrochent, adhèrent nécessairement à la compétition sportive entre les cyclistes. Je pense qu'ils n'en ont rien à faire du podium, que ce n'est pas du tout devenu leur préoccupation, ni du chrono. Mais par contre, ce qui les préoccupe, c'est qu'ils ont là une énorme possibilité, une fenêtre ouverte sur le monde, par le biais d'un spectacle hyper médiatisé, de promouvoir leur folklore. Et donc de se réinventer, de se recréer eux-mêmes. Voilà comment je pense les choses et ce que me disent les travaux récents qui ont été menés là-dessus. Oui, alors moi je voudrais prolonger la question de monsieur parce que en fait je ne ressens pas du tout les choses comme ça. J'ai l'impression que les JO de Londres ont été un très grand succès, que les marathons de Paris, de New York, de Berlin rassemblent de plus en plus de monde, que les droits télé de Canal+ et de Binge réunis ne font qu'augmenter. Et j'ai l'impression que les affaires se succèdent, mais que ça ne lasse pas du tout.
que contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer, le dopage n'a pas écarté les gens du spectacle. Ils sont tout aussi fascinés. Alors je pense qu'après le sport, il y aura encore beaucoup de sport. Alors oui, oui, bien sûr. La logique est loin d'être épuisée. C'est-à-dire que la logique sur laquelle le récit mythique du sport s'est construit, elle continue à prospecter vers ce qu'on appelle les marchés émergents. Regardez vers où vont se dérouler les futurs Jeux Olympiques et les futures Coupes du Monde de football, qui sont quand même les grands événements qui rapportent le plus d'argent. Ça va être le Brésil, ça va être la Chine, on parle de l'Afrique, notamment du Qatar, etc. Donc voilà, on est sur, économiquement, ce qu'on appelle les marchés émergents, vers où tout un ensemble d'entreprises, aujourd'hui, continuent à déléguer leur main-d'œuvre et comptent implanter leur marché. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose de relativement bien connu. Mais ça veut dire qu'en Occident, par contre, on a épuisé ce modèle. Dans la vieille Europe que nous sommes, qui est toute une toute petite proportion, finalement, du monde et du nombre d'habitants à l'échelle planétaire, nous avons épuisé notre contingent d'adhésion à ce discours, à ce mythe du sport moderne. Clairement, on le voit sur les pratiques. Les pratiques des Français, pour les 2/3 d'entre elles, se déroulent en dehors de tout ce système. Les chaînes comme Canal+, ou les chaînes comme beIN Sport exportent énormément à l'étranger. Il ne faut pas l'oublier. Il faut bien savoir par qui est détenu beIN Sport. Qui est-ce qu'il y a derrière ? Ce n'est pas la France. Ce n'est pas un pays européen qui est derrière beIN Sport en tant que média. Et beIN Sport a des velléités de diffusion médiatique qui sont très très larges. Beaucoup plus larges que la simple Europe, que le simple petit monde dans lequel nous avons exercé notre nombrilisme et nous nous sommes raconté cette histoire. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, la logique industrielle, post-industrielle, qui a été mise en œuvre dès le XVIIIe siècle, elle continue. Elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle continue. Il suffit de regarder, pour des raisons économiques, les derniers incidents écologiques qu'il y a eu au Brésil. Il suffit de regarder le désastre au niveau du Japon. Pourquoi les Japonais fuient leur île et essayent de trouver une nationalité ailleurs. On voit bien que cette logique économique, il suffit de regarder les guerres qui sont organisées à travers le monde. Cette logique, elle est à l'œuvre. Elle continue à être à l'œuvre, sauf que l'esprit occidental fait faillite face à cette logique. Les emplois dans les nouvelles technologies, ils sont massivement créés, pas en Europe. Quand vous avez sur votre borne Wi-Fi un problème, ou sur votre ligne téléphonique un problème, vous savez très bien que vous tombez sur un service commercial qui est la plupart du temps délocalisé, souvent en Afrique du Nord. Pour le sport, ce que j'essaie d'expliquer, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui, par son historicité, a passé ces différentes étapes, qui, du point de vue de son développement industriel, économique, idéologique, a atteint sa limite, sa saturation, et que le phénomène sportif est un énorme révélateur de cette phase de saturation. Voilà ce que j'essaie d'indiquer. Par contre, au niveau mondial, dans la mondialisation des échanges et l'émergence des nouveaux marchés, dans ce qu'on appelait autrefois le quart-monde ou le tiers-monde, on voit qu'effectivement, là, il y a une forme de maturité économique, ou de désastre économique, qui s'amorce, qui s'annonce, et que le modèle opérant il y a 1 siècle et demi en Occident continue à se déployer, mais ailleurs. Et c'est pour ça que nous sommes dans vraiment une situation aujourd'hui qui est totalement contradictoire. D'un côté, nous n'avons pas été capables encore de conscientiser, d'assumer cette fin de la modernité sportive, et d'un autre côté, parce que le sport est mondialisé en tant que produit, parce qu'il est mondialisé par ses images, il continue à faire florès et à se diffuser de façon encore plus forte ailleurs. Voilà ce que j'essaie de dire. Une question là-haut. Et puis là, ici aussi. Pensez-vous que... En dessous, peut-être. Oh non, c'est là. Merci. Oui, pensez-vous que les nouvelles régions, l'exemple de la Normandie, puisqu'on est en Normandie, vont favoriser
à moyen terme, le regroupement d'équipes, par exemple de foot, puisqu'on en a eu à Caen, une à Rouen et une au Havre, ou d'autres, le basket, enfin toutes les équipes qui sont actuellement dans chaque ville, pour faire des très fortes équipes régionales, comme aux États-Unis. C'est, en tout cas, on a un certain nombre de signes avant-coureurs qui nous incitent à penser oui. Ces signes avant-coureurs, c'est le fait, par exemple, qu'à Rouen, on ait installé quelque chose qui est géré par une société qui gère de l'immobilier, qui a été pensé comme un palais, comme un zénith, comme un parc des expositions bis, mais sur la rive droite, et qui sert d'enceinte sportive, avec un club résident qui est le basket, qui a été dernièrement totalement dépossédé de son historicité, qu'on est en train de rebaptiser du point de vue du titre de son équipe, et qui est composé aujourd'hui de joueurs mercenaires venant de certains pays forts en Europe du basket, et d'un certain nombre d'anciens joueurs américains qui étaient en NBA, qui viennent finir leur carrière en France. Donc clairement, on voit que ce processus aujourd'hui, du spectacle du sport au plus haut niveau, est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, très cher aux collectivités, et que de ce point de vue-là, on a déjà eu une heure qui était l'heure des choix en 2000, notamment en 2002 avec les États généraux du sport via Jean-François Lamour, avec la réforme de l'INSEP. Les heures de Jean-François Lamour au niveau du ministère du Sport, c'est quand même des heures où on se dit, bon, on passe à la privatisation. Les formations pour les métiers du sport vont devenir payantes, enfin encore plus payantes qu'avant, et on va revoir toute la nomenclature des diplômes pour en revendre encore davantage. On va privatiser l'INSEP, qui était un lieu public de formation et gratuit de formation des élites, qui devient une plateforme technologique payante, même pour les équipes nationales. Et puis, Jean-François Lamour ne s'arrête pas en si bon chemin, il dessine déjà l'idée d'une cartographie du sport français où on retient 8 ligues professionnelles uniquement, donc les choix sont faits, il y a 8 sports professionnels, les autres, c'est pas la peine d'envisager le spectacle et le développement de spectacle. Et sur ces 8, il insiste déjà dans les réformes d'implantation, via les universités, via les clubs, les fédérations, sur des choix régionaux à faire. Et en gros, on a déjà en 2002 une préfiguration de ce qui est en train de nous tomber sur le nez aujourd'hui. Alors clairement, sur l'impact médiatique, toutes les régions voudraient avoir un grand club de football parce que c'est 60% de ce qui est diffusé à la télé en termes de sport, et pour faire parler de soi, il n'y a pas mieux. Mais on ne peut pas y arriver comme ça ne marche pas toujours, les greffes ne prennent pas. Et donc on arrive, me semble-t-il aujourd'hui, à un système qui fait que sur le territoire, on réfléchit à des grands équipements de spectacle pour les professionnels, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'inégalités en France. C'est la même chose que pour la distribution des hôpitaux ou d'autres formes de services. Et puis derrière tout ça, finalement, on se fiche complètement des identités fortes qui avaient été faites par ceux qu'on appelait les filles ou les gars du pays, les héros locaux qui avaient été fabriqués aux grandes heures du sport amateur. On se fiche de l'historicité des clubs et on est avec des professionnels pour avoir un spectacle professionnel dans des enceintes qui sont conçues pour ça. Il n'y a plus du tout d'état d'âme aujourd'hui dans les politiques sportives là-dessus, je vous rassure, enfin c'est pas rassurant. On est là pour générer du chiffre, pour faire du spectacle, et on estime que ce spectacle, au même titre que Holiday on Ice ou autre chose, a un créneau commercial à occuper et doit exister. Voilà, on en est là, vraiment, c'est dramatique. Merci. Je suis étonnée qu'à aucun moment vous n'ayez parlé de la vertu thérapeutique du sport. Alors, est-ce que c'était pas du tout le sujet ? Alors, le sport, j'ai dit, c'est à la fois le reflet et le miroir de la société, donc c'était compliqué de tout dire. C'est une belle ouverture que vous me proposez là. Alors, c'est une belle ouverture sur la double perspective que j'ai indiquée. Saturation. Saturation, je vous rappelle que le sport, dans son institutionnalisation en France, à travers les clubs, à travers son entrée dans le système scolaire,
est quelque chose de géré par les médecins. Par les médecins. Quand Georges Demny, qui est le premier Français avec Marais, a fait un vrai travail sur le mouvement sportif à travers ces images, des clichés instantanés pris à intervalles très rapprochés qui composent un mini-film, Demny va, avec Marais, vont tous les deux être convoqués par le ministre de l'Instruction publique pour repenser la réforme des programmes scolaires. Et Demny va s'occuper du sport et de l'éducation physique. La particularité de Demny, comme de beaucoup de ses successeurs et de ses prédécesseurs, il est médecin. Et jusque très longtemps en France, le sport est placé sous la tutelle de la médecine, c'est-à-dire sous la tutelle du ministère de l'Hygiène et de la Santé publique. Et il se diffuse essentiellement comme ça. Le sport populaire, qui relève d'un partenariat et d'un compromis entre l'État et les comités d'entreprise, via la pression syndicale, est également pensé sur ces arguments thérapeutiques. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on autorise l'ouvrier à aller faire du sport le dimanche? Pour se régénérer des forces dépensées sur la machine-outil et revenir encore plus performant le lundi sur la chaîne de montage. La logique n'est pas terminée. On voit bien que les grandes heures de monsieur Madrange, ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby, qui a été sous-secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, a fait que le ministère de la Jeunesse et des Sports est repassé ces dernières années sous la tutelle du ministère de la Santé. Voilà. Donc il y a une logique, encore une fois, qui s'inscrit pleinement dans le mythe moderne, qui consiste à dire les médecins généralistes vont désormais pouvoir prescrire une activité sportive à leur clientèle, dans un souci de réduction du trou de la sécurité sociale ou de tout un ensemble de préconisations, mais qui est un projet politique pensé depuis fort longtemps, avec pour souci, pour point de mire, la productivité au travail et la question de l'hygiène. À côté de ça, il y a un autre phénomène qui est très intéressant, ce sont toutes les pratiques alternatives. Toutes les pratiques alternatives qui vont faire leur entrée, notamment en Europe, dans une petite communauté anarchiste, en particulier, qui s'installe dans le Tessin suisse en 1902, c'est la communauté de Monte Verita. Et dans cette communauté de Monte Verita, pour la première fois, on va introduire des cours de yoga, de tantrisme, de méditation, de relaxation. Et on va aller très loin, on va traduire la médecine traditionnelle chinoise, on va traduire tout un ensemble de philosophes. Cette communauté de Monte Verita va ensuite, par répression nazie, aller s'installer en Angleterre, aux États-Unis, au Mexique, pour monter d'autres communautés. Aux États-Unis, ce sera les Children of the Sun dans les années 50, sur la côte californienne. Au Mexique, ce sera un mont de vérité, une montagne de vérité, il y a une communauté de montagne de vérité qui va s'installer. En Angleterre, d'autres. Ce qu'on sait, c'est que les Children of the Sun, en fait, sont ceux qui ont formé les fermes communautaires aux États-Unis, à partir desquelles s'est développé le mouvement hippie et toute l'idéologie Woodstock. Et que ce qu'on a appelé le New Age, et dans le cadre de la diffusion culturelle du New Age, il y a tout un ensemble de pratiques corporelles qui n'ont absolument pas de visée compétitive dans leur orientation, qui sont plutôt des formes d'introspection sur le corps et qui vont élargir considérablement l'acceptation et la définition de ce qu'on peut appeler les pratiques sportives dans le monde occidental. Et ouvrir une nouvelle voie qui aujourd'hui est une voie évidemment qui connaît un succès de plus en plus énorme, phénoménal, et qui offre, culturellement parlant, concrètement parlant, une véritable alternative à la pratique sportive de compétition en club telle qu'on la connaissait autrefois. Voilà. Mais là, vous voyez, là aussi, il y a une belle ouverture, mais j'ai parlé déjà beaucoup et je ne voulais pas en rajouter. Mais ce sont des choses qu'on commence à de mieux en mieux connaître. Vous avez des très beaux travaux de Martin Burgess-Green sur cette communauté de Monte Verita, quelques travaux sur les Children of the Sun aux États-Unis. Et puis là, on commence à avoir des petites anthologies sur les médecines alternatives qui étendent la logique des pratiques corporelles et des pratiques sportives.
Moi, j'ai une question. Vous avez parlé... Je suis là. C'est moi, Florence. Oui, ça y est, j'y suis. Vous avez parlé des MMA, là, Oui. ces arts martiaux extrêmes. Je ne sais pas, qui viennent des États-Unis. Je ne sais pas si c'est une pratique qui se développe en France. Tout ce que j'ai retenu, c'est que c'était quelque chose qui échappait aux règles éthiques et déontologiques de base. Oui. C'était la violence, enfin voilà, le spectacle des gladiateurs, les jeux du cirque. Et ce que le sport moderne a eu de bon, c'est qu'il a quand même permis un cadre, alors avec la corruption qui a tout gangréné peut-être, mais il y avait un cadre qui était posé en termes de limites à ne pas franchir par rapport à une éthique, en tout cas en ce qui concerne l'intégrité du corps humain. Et là, vous êtes en train de nous dire que ça vole en éclats? Oui, oui. Alors, ça vole en éclats de plein de façons différentes. Hein. Le MMA, hein, les arts martiaux mixtes, sont l'exemple un peu paroxystique de quelque chose qui s'organise de façon clandestine, mais universelle en ce moment. C'est pratiqué partout à travers le monde, ça tourne à travers Internet, ça remplit de plus en plus de salles, et ça se fait dans la clandestinité. Hein, j'étais à un jury de thèse il n'y a pas si longtemps à Montpellier là-dessus, hein, qui est une des premières thèses qui a été faite sur ce phénomène, et qui montre qu'en France, vous avez une centaine de clubs qui proposent du MMA, mais sans l'afficher. C'est-à-dire, on affiche cours de karaté, de tai chi, de kung-fu, etc. Et puis, quand on est plutôt bien implanté au niveau du réseau, des pratiquants, on glisse un petit peu dans une conversation en disant « Et toi, les arts martiaux mixtes, tu pratiques et autres ». Et puis là, de fil en aiguille, on se retrouve dans un petit groupe, dans un réseau parallèle, où, en clandestinité, on peut pratiquer les arts martiaux mixtes. Alors, est-ce qu'il y a une législation là-dessus qui l'interdit, ou pour l'instant c'est juste un vide législatif? Oui, non, c'est interdit, hein, du point de vue de la Déclaration des droits de l'homme et par l'UNESCO, c'est interdit, c'est prohibé. Hein. Mais ça se développe. Et donc, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas eu de descente de police, d'interdiction formelle de ce phénomène. Mais on peut aller plus loin. Récemment, le syndicat des joueurs professionnels de football américain a porté plainte en disant que les compagnies d'assurance avec lesquelles ils signaient des contrats extravagants pour leur sécurité n'avaient pas prévenu du risque prématuré d'Alzheimer ou de tout un ensemble de maladies neurodégénératives. Et ils ont obtenu gain de cause. Pourtant, les footballeurs américains déclarent ouvertement, tous les uns après les autres, qu'ils ont fait le choix d'un sport où ils savent qu'à partir de 45 ans, leur espérance de vie s'approche du zéro, et qu'ils ont fait ce choix d'un sport hyper violent et codifié et autorisé, où il y a des morts tous les ans, parce que ça assure une protection à plusieurs de leur génération et qu'ils ont un train de vie faramineux qu'ils n'auraient jamais eu en faisant autrement. On peut également s'interroger sur les propos dans tout un ensemble de documentaires tenus par les pilotes de Formule 1, qui savent pertinemment qu'ils jouent leur vie à chaque fois qu'ils s'alignent sur un Grand Prix. On peut aussi se questionner sur les pratiques complètement banalisées du dopage. Quand on voit au niveau du suivi médical des coureurs cyclistes, par exemple, de l'état dans lequel ils sont à partir de 45 ans ou 50 ans. C'est-à-dire presque à l'état de légumes pour un certain nombre d'entre eux. On peut s'interroger aussi, et d'autres l'ont fait bien avant moi, de la pratique intensive tout simplement du sport de haut niveau, où vous verrez des basketteurs ou des volleyeurs qui à partir de 40 ans ont du mal à monter les escaliers, parce qu'ils ont d'énormes problèmes de dos. On peut s'interroger sur la carrière professionnelle des cavaliers, qui est une profession à moyen niveau, qui est majoritairement féminine. Durée maximale d'activité, 15 ans. Parce que énorme problème de colonne vertébrale par la suite. Oui, donc en fait, les MMA, c'est juste la version trash et le reste, c'est la version soft. Voilà. Mais on est un peu dans la même chose alors. Oui. C'est-à-dire que le sport de compétition nuit quand même gravement à la santé. Voilà, faut pas, quand il est pratiqué à partir d'un certain niveau avec une forte intensité, il ne faut pas se leurrer des dommages collatéraux qu'on a sur le long terme. Voilà. Et ça, c'est quand même la logique moderne.
C'est comme, vous le savez mieux que moi, hein, c'est comme la carrière de travailleur manuel, hein, dans tout un ensemble de professions, de corps de métier bien identifiés, et du vécu du corps à travers ces métiers. Voilà. Merci. Compte tenu de l'heure, encore une question ici, et après j'aurai quelques... Non, une seule. Il va falloir que nous partions, mais j'aurai des informations à vous donner sur la suite. Oui, je voulais, il y a quelques années, un certain Ehrenberg, que tu connais, a publié La fatigue d'être soi, montrant ainsi quelle lassitude créée dans la population, ces effets de performance permanents, à la fois dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine professionnel, etc. Est-ce que tu penses que c'était dans les années 80 quand même, ce bouquin? De même, on avait Michel Maffesoli qui nous avait expliqué l'évolution de la société post-moderne. Est-ce que par rapport à ce que tu notes, parce que tu as développé l'historique au XIXe siècle, au XXe siècle, enfin au XXe siècle, est-ce que tu penses que cette influence joue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu nous as expliqué? Oui, elle joue. Alors, il y a des très beaux travaux que je ne développerai pas dans le domaine de la psychologie, notamment aux États-Unis, qui commencent à se développer dans les années 70, autour de cette question de la performance et de la dépendance à la performance. Et il y a toute une théorie très intéressante autour de la question de la pulsion joueuse ou de la pulsion performatrice, ce que les anglo-saxons appellent les chercheurs de sensations, hein, la sensation seeking. Et ils montrent, alors là il y a des études cliniques à l'appui, qui montrent qu'au plus haut niveau, d'un point de vue psychologique, il y a des sportifs qui sont prédisposés pour aller rechercher de la sensation et pour prendre des risques, et qui sont des formes de rééquilibrage, des formes compensatoires à des attitudes dépressives, mélancoliques, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, hein, parce qu'il a fait ça, de la mélancolie à la dépression, dans son bouquin. Et qui montre très bien qu'en gros, les sportifs de plus haut niveau, qui sont des chercheurs de sensations, qui se mettent dans le rouge et qui finissent mal, ont exactement le même profil physiologique, parce qu'ils étudient ce qui se passe au niveau du corps, et psychologique et psychosocial même, que les accros du casino, que les excessifs de la vitesse au volant, ou que des gens qui sont très fortement alcoolodépendants et dépressifs. Et donc, je vous invite à regarder ces travaux. C'est Marvin Zuckerman aux États-Unis qui a beaucoup développé tout ça. Et il y a des très belles théories qui ont émergé là-dessus, celle de Michael Apter sur la relevance, sur toutes les théories sur le risque, d'anthropologie sur les prises de risque, et qui disent finalement que la difficulté d'être soi, le rapport à la dépendance, à la dépression, sont le propre de ce que le sport compétitif a développé dans sa pratique et de ce qu'elle valorise à travers son mythe d'origine. Merci infiniment, Olivier. Avec plaisir. Merci à vous. Alors, pour répondre à certaines questions, il y aura encore 2 autres conférences sur le sport. Donc, nous approfondirons un certain nombre de thématiques qu'évidemment, le conférencier de ce soir ne pouvait pas aborder toutes. Ça a été impossible, un défi insupportable pour lui et même pour vous. Mais 2 autres conférences compléteront. La semaine prochaine, nous avons une conférence ici, à la même heure, dans le même lieu, dans le cycle sur les mythes aussi, mais l'histoire cette fois-ci, Robespierre, et qui est en partie en lien avec un spectacle du Volcan dont on vous parlera la prochaine fois, ce spectacle de Joël Pomera que les critiques encensent dans la presse nationale. Le 7 décembre, il y a un atelier sur l'acoustique. Je crois qu'il n'y a plus de place, donc c'est plus la peine d'en parler. Il n'y a plus de place, vous êtes inscrits. On vous dira exactement la semaine prochaine à quel lieu se retrouver. Le 9 décembre, nous sommes partenaires. C'est dans notre brochure, mais justement, il y a un petit changement de lieu. Le 9 décembre, anniversaire du vote
de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, à l'initiative de la Maïf, mais nous sommes partenaires avec d'autres, aura lieu une conférence de Peña Ruiz qui figure dans notre brochure, hein, sur la laïcité, mais ce ne sera pas ici, ni dans l'amphi 6, ça sera dans l'amphi 500, qui est le plus grand des amphis de l'université, qui se trouve à la faculté des sciences. Donc, quand vous êtes sur l'esplanade face à la présidence, c'est sur votre gauche. Et puis, comme nous acceptons aussi de présenter des conférences qui ne sont pas directement liées à nous, cette semaine, dans cet amphi que nous continuons d'appeler l'amphi 5, mais qui en fait a été baptisé amphi Jules Durand, souvenir très important pour les Havrais, il y a 2 jours de travaux, le 25 et 26 novembre, sur la situation sociale dans les ports au début du XXe siècle, à l'occasion de l'apparition d'un livre, Jules Durand, Un crime social et judiciaire. Donc pour ceux que ça intéresse, il reste encore quelques documents ici sur la table. Et sinon, pour la conférence de M. Peña Ruiz sur la laïcité, vous avez des petits documents comme ceux-ci qui sont sur la table. Merci à tous.